je pensais que la meilleure introduction à cette petite rencontre est le fait de signaler qu'à la Bibliothèque royale, actuellement, se tient une exposition sur Mercator et les premières cartes du monde. Les premières cartes du monde à l'occasion du 500e anniversaire de la naissance de Mercator. Alors, d'emblée, je trouve que cette coïncidence est comme un cadeau des divinités, du monde invisible, un cadeau qui est fait au personnage, à l'instance que j'appelle l'Aède, pour lui permettre, ou pour me permettre d'être son interprète ce soir. L'interprète de l'Aède qui éprouve une très très grande difficulté à essayer de synthétiser ou d'exprimer en quelques mots qu'est-ce qu'il a voulu faire, puisque l'Aède est une instance qui traverse le siècle à partir de la figure d'Homère. Qu'est-ce qu'il a voulu faire, l'Aède, sinon, d'une certaine façon, une carte du monde. Alors, la carte du monde, réalisée par Mercator, est une carte de l'espace. Elle se veut une représentation de l'espace. D'emblée, il est suggéré par là, donc il est suggéré par Mercator, il est suggéré par là que la question qui se trouve posée ici, et c'est la raison pour laquelle j'ai le très grand bonheur d'accueillir mon ami Richard Miller, philosophe et écrivain, qui est d'abord quelqu'un qui pense, ce qui est aujourd'hui la chose la plus rare du monde. Et nous sommes, en disant ça, nous sommes directement au cœur du sujet. Quelqu'un qui pense, c'est-à-dire quelqu'un qui élabore une représentation du monde et qui pense la question de la représentation. Et ceci à un moment où on pourrait éventuellement envisager que presque toutes les crises dont le monde se convulse ont à leur origine, tournent à leur origine autour d'une question centrale qui est précisément celle de la crise des représentations. Donc nous nous trouvons dans une crise avec des convulsions et une crise qui a ceci de spécifique que plus elle s'aggrave, moins elle est pensée. Autrement dit, il y a une crise des représentations qui s'aggrave du fait qu'il y a une sorte d'interdit sur la représentation, et en particulier sur la représentation de la représentation. Donc, tenter de représenter la crise de représentation, c'est précisément la chose qui semble la plus interdite au gigantesque consortium que moi j'appelle la tour panoptique, le gigantesque consortium ayant dans ses attributs le fait de produire industriellement des représentations du monde. Alors j'ai l'impression que, en disant ces quelques mots, je situe d'une certaine façon les problèmes qui me sont posés à titre personnel, qui sont certainement posés à Richard dans ses multiples activités, et comme penseur, et comme écrivain, et comme politique. Et en même temps, j'annonce par là en quoi, dans mon travail par l'écriture, dans le processus dans lequel je me suis engagé, qui consistait d'abord au départ, je ne sais pas trop à quoi. Donc on écrit, et on ne sait pas exactement au juste, enfin dans mon cas en tout cas, qu'est-ce qu'on fait au juste. Et c'est seulement maintenant, donc au terme d'un cycle de 7 romans donc, qui composent le cycle global qui a pour nom Mélopée d'Anatole Atlas, Aède, Athlète, Anachorète, c'est d'une certaine façon, aujourd'hui,
moment donc où la Bibliothèque royale nous annonce l'organisation de cette exposition Mercator, donc la question des cartes, c'est peut-être maintenant, une fois, disons, je ne vais pas employer le mot clôturé, mais une fois arrivé au bout de ce cycle, que d'une certaine façon, je peux me permettre de prendre un recul et d'envisager le fait que, oui, ce dernier, ce 7e roman, Ayako, devait avoir cette forme-là, devait être totalement conçu et fabriqué en dehors de tout le système éditorial, et devait se revendiquer comme une tentative de cartographie du monde à travers la subjectivité d'un homme, qui est à la fois un être singulier, mais qui est en même temps aussi une instance symbolique. Donc une cartographie du monde qui ne considère pas que sa représentation du monde s'identifie à celle d'un cartographe comme Mercator, ayant travaillé pour Charles Quint, donc d'un cartographe s'occupant de représenter l'espace, et en l'occurrence en 2 dimensions. Il a approché la 3e en construisant une map monde, ce qui est un exploit gigantesque. Donc la Haide dirait, pour commencer, est en train de définir son travail par le fait qu'il a traversé l'histoire des hommes en racontant des histoires qui s'opposent à l'histoire officielle, et il a traversé l'histoire des hommes et il propose une histoire qui a ceci de spécifique qu'elle prétend se dérouler, l'histoire dont elle raconte et la représentation du monde qu'il propose, non seulement dans les dimensions de l'espace, conventionnellement les 3 dimensions de l'espace, mais aussi dans les 3 dimensions du temps, conventionnellement 3 dimensions, on peut en imaginer plus, mais conventionnellement le passé, le présent, le futur, et qu'en outre, il se paye le luxe, lui qui d'autre part connaît si peu cette notion, il se paye le luxe de prétendre inscrire l'ensemble de sa démarche dans ce qui s'appellerait une 7e dimension, qui serait celle du rêve et de la mémoire. Alors, une dimension mystérieuse qui est celle d'un entre-deux, entre toutes les dimensions possibles, et en particulier, et donc c'est flagrant dans Ayako, en particulier un entre-deux entre les mondes de la vie et de la mort. Donc il y a ici une instance qui s'arroge ce droit, ce privilège, et d'une façon tout à fait polémique, contre les représentations dominantes à son époque, et sans doute d'ailleurs à toutes les époques. Il s'arroge ce privilège d'être une sorte de vagabond de tous les entre-deux, et donc singulièrement entre la vie et la mort, ce qui n'est pas sans rappeler, et lui-même d'ailleurs aime faire ce rappel, ce qui n'est pas sans rappeler le fait que Homère, le premier grand Aède de l'histoire de la culture occidentale, dans son Odyssée, devait nécessairement faire passer Ulysse par le royaume des ombres. Et donc, j'en terminerai là, sinon pour passer quelques mots d'introduction. Un des axes essentiels de l'histoire qui est racontée dans Ayako se passe au royaume des ombres. Il faut que je précise certaines choses, ou que je vous dise certaines choses par rapport au lien qui nous unit, Jean-Louis et moi. Nous nous connaissons depuis l'université. Nous avons
jeunesse un peu commune, mais qui n'est pas faite de grands moments d'émotion, qui est faite surtout de discussions, d'intérêts communs, d'échanges d'idées et de paroles. C'est l'époque où Jean-Louis travaillait, ça a son importance de le signaler, de le rappeler, travaillait sur le situationnisme. Son mémoire de fin d'études est consacré au mouvement situationniste. Là, j'ai un exemplaire chez moi. Un des seuls, un exemplaire. Donc, bientôt, je vais le faire valoir. C'est important de le rappeler. Pourquoi? Bien, parce que les situationnistes, et cela montre bien la continuité, la ténacité du chemin parcouru par Jean-Louis. Les situationnistes sont parmi les premiers à avoir mis en avant cette dimension cartographique, spatiale, des territoires à parcourir, et ils ont été les premiers à mettre en place ou à tracer des cartographies spéciales des villes, des déplacements urbains, etc. Donc il y a déjà dans le travail, dans l'œuvre de Jean-Louis Libert, il y a déjà un socle, un soubassement, il y a déjà quelque chose sur lequel il vient s'appuyer, qui est toute cette réflexion extrêmement importante des gens comme Guy Debord, etc., notamment aussi la Société du spectacle. La tour panoptique a aussi des attaches dans toute cette pensée, et également dans le mouvement qui a précédé les situationnistes, à savoir le mouvement Cobra. Et dans Cobra, un des fondateurs de Cobra sera un des fondateurs du situationnisme, c'est Asguriov. Alors je le rappelle pourquoi, pas pour faire preuve d'érudition, mais parce que cela a toute son importance dans l'œuvre. Je ne vais pas prendre d'adjectif, parce que tout adjectif, de toute façon, serait insuffisant, dans l'œuvre qui nous est présentée aujourd'hui par Jean-Louis. Moi, je place le Ajaccio, c'est ça ? Ajaccio, je le place au même rang que quelques-unes des grandes œuvres du XXe siècle. Sur un rayon bibliothèque, j'y placerai bien entendu l'Ulysse de James Joyce, j'y placerai Terra Nostra de Carlos Fuentes, j'y placerai également peut-être de Chamoiseau la biblique des derniers gestes. Je crois que Ajaccio vient dans cette filiation extrêmement importante et déroutante. Pourquoi ? Parce que l'œuvre, le texte, les mots que Jean-Louis attribue à ce qu'il faut bien appeler une conscience universelle. Ce personnage est une conscience universelle, une conscience de tout ce qui se passe sous toutes les latitudes, à tous les moments de l'histoire. Donc nous ne sommes pas dans le cadre d'une histoire, nous ne sommes pas dans le cadre d'un développement, tu parlais des trois dimensions du temps, le passé, le présent et l'avenir, mais ces trois dimensions sont complètement subverties par cette septième dimension qui vient s'ajouter, à savoir cet entre-deux entre la vie, le mort, les cieux, ou l'autre, l'invisible et le visible. Alors, je vais le dire maintenant autrement, je vais le dire avec mes propres mots. Il est vrai que j'ai beaucoup réfléchi à cet aspect, à cette caractéristique, à cette essence de l'humanité, et j'ai développé une notion qui est un peu qui est un concept, donc il faut le prendre non pas sous l'angle littéraire, mais sous l'angle théorique, conceptuel. Moi, j'ai parlé de l'imaginisation du réel. Je veux dire par là que nous ne sommes jamais condamnés à la simple réalité des choses. On est toujours occupé d'y ajouter des dimensions qui nous sont propres. Des souvenirs, des peurs, des craintes, des ambitions, des désirs, etc. On se crée une autre réalité. J'essaie d'expliquer ça dans un texte qui
dans un bouquin qui est sorti. Et quel est l'intérêt de cela? L'intérêt, c'est que, étant donné que chaque être humain a cette capacité incroyable, incompréhensible, d'imaginiser la réalité, de s'en faire une image personnelle, une image singulière, vous comprenez bien qu'il est extrêmement difficile d'arriver à écrire une histoire de l'humanité, une histoire de ce qui se passe par exemple ce soir. Comment pouvoir coucher sur papier ce qui s'est passé ce soir entre les personnes que nous sommes, si chacune et chacun d'entre nous a une vision qui lui est tout à fait singulière, parce que certains connaissent cet endroit, d'autres connaissent Jean-Louis, il y a le bébé qui est là, nous avons tous nos problèmes, nos peurs, nos difficultés, etc. On a des ambitions, on a une connaissance culturelle, des convictions, des croyances, tout ça se mêle. Et nous nous retrouvons dans cette même pièce ce soir, avec un passé qui précède directement, le présent que nous vivons, et les instants qui vont venir. Il est impossible d'écrire l'histoire de ce qui s'est passé en rendant compte vraiment. Le seul qui peut le faire, le seul qui est capable de le faire à la dimension déjà de la réunion de ce soir, c'est l'écrivain. C'est, je dirais même le poète, celui qui est capable de mettre des mots sur ce que nous vivons tous singulièrement et qui pourtant nous rassemble. C'est pas évident, hein, je vous donne précisément, tu as tout à fait raison, personne de toute façon n'est capable, mais il y a éventuellement, on peut imaginer une démarche qui consiste à aller dans cette direction. Jamais de toute façon ça ne peut être atteint. De toute façon c'est impossible, c'est inaccessible. Mais il peut y avoir éventuellement des fous, il faut être fou, il faut par rapport à l'ordre social, par rapport à ce que sont les préoccupations ordinaires, qui sont d'abord celles de la survie, etc. Il faut être fou pour... Tu parles ici par exemple, ne serait-ce que d'un pan de réalité qui est par exemple une soirée où se trouveraient une douzaine de personnes. Il faut être fou pour mobiliser une énergie démente à tenter d'envisager cette part de réalité sous les multiples aspects qui la composent, pour tenter d'aller dans cette direction. Hein, mais il se fait que, pourquoi c'est ainsi, certains le tentent, certains y consacrent toute leur énergie, tout leur temps, tout leur talent à essayer de le faire. Prenons Joyce, la fameuse journée, les 24 heures de Léopold Bloom. Il a réussi à trouver une forme d'écriture qui est tellement complexe, alors que bon, ce qui est raconté est extrêmement simple. C'est d'une complexité folle parce que ce sont toutes des rencontres qui se font à différents moments de la journée. Et il le réinscrit dans un espace-temps totalement différent. Donc il reprend l'Odyssée d'Homère, comme vous le savez, il le rassemble en 24 heures dans une journée irlandaise, et il crée quelque chose d'absolument inouï, quelque chose que jamais personne n'avait au sens propre, hein, oui, tout à fait. Inouï, qui n'a jamais été entendu. Qui n'a jamais été entendu. Donc il invente. Mais donc, voilà, Jean-Louis dit c'est impossible, c'est vrai, je pense que c'est exactement impossible, mais il faut reconnaître que certaines personnes s'y essayent de le faire et ne peuvent pas s'empêcher d'essayer de le faire. Oui. Et c'est la raison pour laquelle, après je te rendrai la parole, c'est la raison pour laquelle je pense sincèrement que le livre de Jean-Louis, qui est aussi une somme de tout ce qu'il a écrit, vécu, expérimenté, ressenti, pensé, etc., ce livre est d'une extrême importance. Et genre, pour pouvoir y insister, je reviens un instant sur un exemple très 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 simple. C'est un exemple pris de Platon. Platon dit, quand on est amoureux de quelqu'un et que l'on voit son manteau, on ne voit pas le manteau, on voit la personne que l'on aime. Très bien, très simple, on a déjà tous fait l'expérience, on est amoureux, on est porté par le désir, on est porté par un sentiment, et on voit l'objet qui nous rappelle la personne aimée. La difficulté, c'est pas là. La difficulté, c'est comment dire cela, comment nommer cela, comment écrire cela. Parce que ce que l'on voit, c'est un manteau, mais c'est plus un manteau.
C'est pas un être humain, mais c'est aussi l'être humain. Et donc, c'est un objet très surprenant qui est travaillé par notre vision de la réalité et ce que l'on porte en nous. Quel est le mot qui va pouvoir désigner ce manteau qui n'en est plus un, ou cet être humain qui n'en est pas un? C'est extrêmement difficile. Donc il faut trouver le mot. Et ça, la Hêtre peut le faire. La Hêtre le fait. La Hêtre est celui qui trouve les mots pour dire ces objets qui n'existent que dans notre esprit. Et donc il n'y a pas, dans notre vision, il n'y a pas une histoire possible de l'humanité. Évidemment que les historiens prennent leurs règles du temps et disent il s'est passé ceci à telle date, etc. etc. Mais ça c'est du convenu. Arriver à dire l'histoire de l'humanité, l'histoire incroyable, inouïe, invraisemblable de tout ce qui se joue dans tous les sens, de tous ces êtres humains qui nous ont précédés, etc., c'est d'une certaine façon l'ambition de ce livre. On a affaire à une conscience universelle à laquelle Jean-Louis Lippert donne les mots, essaye de trouver les mots qu'il faut pour dire cette sorte d'expérience universelle. Alors, j'insiste bien entendu sur la dimension de Mercator, la dimension cartographique. Pourquoi est-ce important? Pourquoi Jean-Louis a-t-il glissé de cela au concept de représentation? Ben, tout simplement parce que ce qui fait notre représentation de la réalité, ce sont deux dimensions qui sont propres à l'être humain, c'est l'espace et le temps. On peut en discuter longuement si vous voulez. Moi je crois que le temps n'existe pas, que c'est simplement quelque chose que l'on projette sur la réalité, de même que l'espace. Et donc cet espace et ce temps, c'est ce qui constitue notre représentation de la réalité. Une représentation que nous donnons à nous-mêmes, que nous créons nous-mêmes. Et l'immense problème aujourd'hui, l'immense défi qui se présente à nous, ben, c'est tout simplement que cette représentation est absorbée par le pouvoir audiovisuel, la tour panoptique, enfin, etc. Et que nous sommes devenus incapables de créer quelque chose de neuf, d'inouï, d'inédit. Voilà, il n'y en a plus que quelques-uns qui s'y essayent encore. Alors on peut prendre ça de façon pessimiste ou on peut le prendre de façon optimiste. Le pessimiste dira c'est la fin d'une civilisation, on est tous des objets, on est tous réduits à une uniformisation audiovisuelle, télévisuelle ou représentative ou tout ce qu'on veut. Et d'autres diront ce n'est pas vrai, on est arrivé à une certaine limite. Et quelque chose de nouveau, quelque chose de neuf, quelque chose d'inédit en sortira peut-être. En tout cas, moi je pense que l'ouvrage de Jean-Louis Lippert, ce livre totalement différent, à la fois dans sa présentation, dans sa forme, dans son mode d'édition, dans son mode de diffusion, est un jalon, un premier jalon de quelque chose de nouveau qui est occupé peut-être de naître. En tout cas, je crois que ce livre est un peu l'image de tout ce que notre monde ne devrait pas être.